Yorana et bienvenue dans Manava. Nous accueillons aujourd'hui des personnes dont l'imagination créative est présente dans nos vies de tous les jours, des graphistes. Alors sur ce plateau aujourd'hui, Margot Bigou qui est illustratrice et artiste, Nicolas Pérou qui est graphiste et professeur à l'école Poly 3D, et Jean-Philippe Bardebet qui est gérant du studio graphique Capart et graphiste également. Ravi de vous accueillir tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, en quelques mots, c'est quoi un graphiste? Oula, comme ça d'attaque. Direct. Bonjour déjà. C'est quoi un graphiste? Quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui réalise la communication pour une entité, une boîte. C'est pas une question que je me pose tous les jours, mais c'est ce qu'on me demande en général. Votre point de vue sur le métier de graphiste alors? Parce que Nicolas n'a pas pas l'air motivé. C'est de pouvoir réaliser, de mettre en image des choix de clients. En fin de compte, à partir de là, c'est le dessin en général. C'est pas que forcément le dessin, la typographie, toutes ces choses-là. C'est un ensemble, je veux dire. Ton point de vue? Oui, je dirais que c'est la communication d'une idée par une image. Ça peut être une mise en page aussi ou une illustration mise en page, ça peut faire partie du graphisme aussi. Quelles sont vos formations respectives? On va commencer par toi, Margot. Est-ce que tu as fait une école particulière? Est-ce que tu es autodidacte? Comment est-ce qu'on en arrive à ton métier d'illustratrice, par exemple? J'ai fait mon lycée en Nouvelle-Calédonie, je suis née là-bas. Je suis partie à 18 ans faire mes études à Paris. J'ai fait les arts déco à Paris. Et j'ai pu faire un semestre d'échange à la Parsons à New York. Pour toi, Jean-Philippe? Oula, à la base, j'étais parti dans le bâtiment. Donc, faire un brevet de technicien à l'époque. Et c'est la partie dessin qui m'intéressait, de faire des plans. Au départ, c'était pour aller vers un peu ce qu'on appelle, pour être collaborateur d'architecte. À l'époque, c'était les BEP. Mes parents ne voulaient pas, donc j'ai fait CET. Ah, c'était la fameuse époque où on considérait que les Ouais, filières techniques ou pro, voilà, c'était les tout filières. à Ouais, fait. on en a déjà parlé, Ouais. effectivement. Et ensuite, en fin de compte, à la fin, je me suis inscrit dans des écoles de beaux-arts, passé le concours des écoles de beaux-arts. Je suis rentré aux beaux-arts, et là, ça a été vraiment un grand waouh. Une découverte. Ah ouais, là, je me suis senti à l'aise. C'est les meilleures années en tant qu'étudiant. Franchement, on apprend je sais pas, à travailler, du moins à toucher à tout, et aussi à chercher. C'est ouais. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une fibre artistique pour faire votre métier. Ouais, quand même un petit peu, mais même quand on rentre aux Beaux-Arts, on croit savoir dessiner. Et on prend une claque. Et là, on prend une grosse claque, mais une très très grosse claque. Elle est intéressante puisqu'elle permet de remettre, on va dire, Ah, tout à les fait. choses à zéro et Ouais, de ouais. repartir. Ah ouais, on repart à zéro, et puis là, on apprend les bonnes bases, et ça sert toute sa vie, pour ouais. le reste, ouais. De ton côté? Oui, clairement. C'est vrai que c'est un métier avec des compétences et du travail, hein. C'est pas juste. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit, donc je me suis orienté vers ça après le bac en France, vers une école d'art appliqué. Option dessin animé. Moi, c'était vraiment le dessin, cours d'anatomie, cours de perspective, cours du soir des beaux-arts aussi pour faire du modèle vivant. J'ai fait ça. Après, le dessin animé traditionnel, donc dessiné, c'était en train de mourir petit à petit et la 3D émergeait, c'était il y a 20 ans. Donc j'ai fait une autre école d'animation 3D et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier, quoi. Travailler dans des studios d'animation 3D. Arrivé ici il y a 8 ans, il y a une industrie du dessin animé un peu moins développée qu'en France. Elle demande peut-être à l'être. Bien sûr, et d'ailleurs on y travaille. Oui, je sais qu'il y a des projets dessus. Il y a Ouais. des projets, hein, il y en a, hein, j'en ai fait d'ailleurs. Mais à côté, je me suis tourné vers le graphisme et la vidéo et l'enseignement aussi d'ailleurs. Intéressant, donc on voit que vous avez tous les trois un cursus artistique. Et quand même, de ce que Ouais, vous venez c'est de le me dire. dessin qui. C'est ensuite, alors, quelles sont les qualités requises pour devenir graphiste? Pardon. Les qualités requises pour devenir graphiste, selon vous, Margot? Les qualités requises pour être Qu'est-ce qui pourrait donner graphiste, envie à des jeunes gens et de se dire, tiens, j'ai des qualités pour être ça? ben, déjà de la créativité, j'imagine. Après, moi, je suis freelance. Du coup, il faut avoir quand même beaucoup de motivation. Il faut gérer son planning.
Donc, faut être motivé aussi, Organisé. organisé, oui. Messieurs, les qualités pour être graphiste, s'il y a une jeune fille ou un jeune femme, un jeune homme ou une jeune fille qui nous regarde en ce moment qui se dit tiens, j'aimerais partir sur cette filière-là, qu'est-ce qu'elle doit se poser comme bonne question? Ouais, la créativité, c'est nécessaire. Le travail, hein. Franchement, comme dans tous les métiers, le travail, hein. Tu peux avoir un talent, ça devient professionnel, ça devient des compétences, on te demande des livrables, il faut travailler. Euh, Si tu es créatif et que tu aimes ça, en général, ça se fait tout seul, hein. On bouffe des heures, des nuits blanches, on se lance là-dedans. C'est une passion, hein. C'est des choses qu'on fait sortir de nous. C'est pas des cours à rentrer dans notre tête comme les maths, etc. Ouais, vous maîtrisez la technique, mais après, il y a cette forme Bah, on d'application. l'apprend, ouais. On l'apprend et puis après, c'est une passion. Enfin, c'est souvent une passion, hein. J'imagine mal quelqu'un faire ça pour juste se nourrir, payer ses factures. Ouais, est-ce que c'est chronophage? Ça demande de l'implication. Comment est-ce qu'on gère un projet? Un client arrive, Jean-Philippe te dit bah, tiens, moi j'aimerais une campagne pour tel produit. Comment est-ce qu'on le met en image? Quelle est la démarche créative? Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que j'écoute énormément le client. Énormément. Tout ce qu'il peut dire peut m'apporter quelque chose. C'est-à-dire ça peut partir sur n'importe quoi. Et à partir de là, en général, j'ai un calepin et je commence à mettre, soit à mettre des notes, soit à commencer à dessiner. Est-ce qu'il y a des produits, je vais dire, alors des produits, on prend quelconque, on va même pas en citer un, mais qui ne t'inspirent pas quelquefois et tu te dis, je vais peut-être pas prendre le projet parce que je me sens pas dessus. C'est possible ou alors on se dit, il y a rien, bah, sky is the limit et puis je veux pouvoir tout faire. Non, je pense pas, non. La seule limite que je me donne, moi, c'est peut-être au niveau politique. Voilà. D'accord. Donc le client Tout le va vous donner, reste, non. vous allez avoir une forme de cahier des charges, c'est-à-dire que le client va vous donner ses inspirations, vous inspirez de ce qu'il vous dit aussi, mais quand il vous envoie sur une voie, vous essayez de la suivre, c'est le Alors, processus créatif qui m'intéresse aussi. on peut proposer soit une partie par rapport à ce qu'il lui souhaite, mais on peut aussi proposer quelque chose un peu différent. Et à partir de là, il choisit. Margot, comment tu enclenches ton processus créatif? Ou comment est-ce qu'il s'enclenche? Mon processus créatif, en général, quand j'ai une commande, on me contacte pour ce que je fais d'habitude. Du coup, j'ai un style qui est assez particulier. Tu peux nous le définir un petit peu? Je dirais qu'il est assez graphique. J'aime bien prendre les formes qu'on trouve dans la nature. Surtout ici, dans le Pacifique, on a vraiment des formes très graphiques et j'aime bien utiliser ces lignes pour faire des dessins, Donc on va des dire créatures. quand les gens viennent vers toi, ils savent déjà que tu as déjà un style. Oui. Du coup, j'ai du mal à m'adapter si on me demande quelque chose de complètement différent. Je peux le faire parce que j'ai la technique pour le faire, mais après, j'aurai pas la même motivation pour le faire. Et donc il y a toujours cette notion d'art et de créativité qui reste latente, qui est là. Nicolas, toi, comment tu enclenches ton processus créatif? Un cas concret, des affiches par exemple, parce que ça fait quelques années que j'en fais depuis que je suis arrivé ici. C'est un peu la base, hein. C'est du goût déjà. Enfin, sincèrement, c'est pas que du travail, connaître le logiciel, la technique. C'est aussi du goût. Donc, comme tu disais, écouter le client, savoir ce qu'il veut. Maintenant, là, on est sur un produit commercial. L'illustration, c'est complètement autre chose. Ouais, écoute l'écoute du client, savoir lui proposer des choses qui calent à son milieu, hein. Moi, j'ai fait plusieurs choses dans le sport, donc je commence à connaître déjà les codes. Je serais plus largué dans peut-être d'autres domaines complètement différents. Je sais rien, la haute couture, des trucs. Voilà. Vous avez des supports particuliers à maîtriser? Des outils particuliers à maîtriser? L'ordinateur pour faire de la com, enfin, moi, c'est du Photoshop, du Illustrator. Oui, le travail de typographie, enfin, plus rien se fait à la main maintenant, hein, donc. Formation, Ouais, vous avez déjà des formation, formations pour. Est-ce que vous entretenez dessus? Est-ce que il y a de nouveaux logiciels qui sortent? Vous devez vous travailler dessus? Ou est-ce qu'on s'attache à les deux que tu viens de citer? Comment est-ce que ça fonctionne en interne? C'est plus les mises à jour qu'il faut s'adapter aux nouvelles mises à jour des logiciels. Parce qu'après, moi, c'est vrai que j'utilise InDesign, Photoshop et Illustrator, les principaux. Mais après, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours des mises à jour. Donc des fois, il y a des petits changements, des petites choses qui arrivent. Dans votre domaine, il faut maîtriser l'informatique. C'est Ouais. maintenant ouais, obligatoire. Sinon, on peut pas s'en sortir.
Est-ce qu'on C'est utilise fini, encore Est-ce qu'on c'est utilise fini. encore le papier crayon de temps en temps pour justement le côté Margot, pour le côté artiste, c'est-à-dire quand je dis artistique, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous posez, vous griffonnez et ensuite toujours. Ouais, l'application. Toujours. Oui, bien sûr. Ben, en général, j'envoie un croquis à main levée quand même. Et après, même si je retravaille ce croquis à l'ordinateur pour le nettoyer, qu'il soit propre et avec la colorisation aussi, en général, c'est sur l'ordinateur. Après, on a une deadline aussi, donc forcément, ça va plus vite sur l'ordinateur que de tout faire sur papier. Donc l'outil informatique en lui-même vous aide en termes de temps, en termes, alors peut-être pas de créativité, mais de mise en application, Si. même en créativité. Si, moi je m'inspire beaucoup quand j'ai des boulots. Je vais souvent voir sur le web ce qui s'est fait avant hein, pour choper des idées. On a plein d'outils à notre disposition, il faut les utiliser le plus possible. Vous travaillez en équipe ou vous travaillez seul? Jean-Philippe en équipe? J'ai toujours travaillé pratiquement tout le temps seul. Bah voilà, bien joué Depuis Stéphane. peu, J'ai depuis réussi à peu. prendre le contrôle. Depuis peu en équipe. Alors, quel corps de métier travaille avec toi? Quelle spécialité travaille avec toi? Alors Oh. là, je me suis en fin de compte rapproché de certaines personnes qui sont plus dans la 3D, l'animation, et aussi au niveau tout ce qui est son. Qui est une Wow. spécificité que tu Ouais. ne... Alors, Je maîtrise pas du tout. ouais, Moi. c'est un autre métier C'est encore. autre chose. C'est complètement différent. Donc il y a cette notion aussi d'être capable de travailler en équipe et de Ouais. pouvoir suivre un planning, t'en as parlé, parce que vous avez une deadline. Si vous devez rendre ça au client le 15 du mois d'après et que vous êtes... Enfin, il y a des impératifs, c'est pour que les jeunes gens comprennent qu'il y a besoin d'être carré, de cadrer et de suivre tout un process. Ouais, il faut être... Oui, c'est une profession. Hein. L'artiste maudit qui gribouille dans son coin, c'est pas C'est un bien, métier, faut le tu dire, faut vois. expliquer ça aux Ouais. jeunes gens parce que quelquefois ils se font une idée un petit peu comme ça, un petit peu romantique Ouais. du métier, alors que c'est de la rigueur. Non, il c'est faut de la être rigoureux, rigueur. ouais. Toi, tu travailles en équipe aussi ou seul? Alors moi, je travaille beaucoup dans l'audiovisuel. Hein, c'est mon métier de départ, on va dire. Le graphisme, j'en fais parce que ça, enfin, tu peux facilement. Tu maîtrises Photoshop, tu maîtrises le dessin. Après, c'est de l'expérience. Mm. Tu peux arriver à faire du graphisme. Mais dans l'audiovisuel, dans l'animation surtout, c'est obligatoirement en équipe. Hein. C'est le son, ne serait-ce que ça. Maîtriser le son, le dessin, le montage, pour le faire bien, c'est 3 personnes. Quoi, au moins. Toi, tu es professeur à l'école Poly 3D. Ouais. Qu'est-ce que tu enseignes? Au tout début, l'animation 3D, on travaillait sur le logiciel que je maîtrisais. On est passé sur Maya. On est passé sur Blender, qui est un logiciel gratuit. J'ai plus enseigné sur la réalisation après, plutôt que me mettre à Blender à tout apprendre. Et actuellement, je m'occupe surtout de tout ce qui est planning, l'équipe d'enseignants, puisque l'équipe a changé. Donc moi, en tant que plus ancien, je suis passé professeur référent. Donc je m'occupe de mes chers élèves. T'as quel profil comme élève? On a plus. Alors, Poly 3D, c'est particulier. C'est une école qui propose la programmation, c'est du jeu vidéo. Hein. Ouais. Donc, programmation et graphisme. On a plus d'artistes graphistes que de programmeurs, mais c'est quelque chose qui s'apprend à l'école. Hein. Ça s'apprend moins tout seul. Tu vois, le dessin, depuis qu'on a 6-7 ans, on dessine. La programmation, ça vient plus tard. On a plus d'artistes, ouais. à Poly Est-ce 3D. qu'on a... Jean-Philippe, est-ce que par exemple vous embauchez... Désolé, pardon. Quel type de graphiste? Des jeunes avec une nouvelle vision ou des plus âgés avec de l'expérience? Ou les deux? Moi, je dirais souvent, c'est plus... Il faut qu'il soit curieux. Hyper curieux. Si c'est quelqu'un... Moi, j'ai eu des stagiaires d'école. Hein. Et ce que je leur dis, faut être curieux. Il faut pas s'attendre en ce qu'on leur donne tout. Moi, j'ai appris en cherchant... poser des questions, quoi. Ouais, ou en lisant. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet à mon époque. Je te rassure, non plus. Donc, c'était en lisant. Donc, j'ai appris énormément comme ça. Faut aller chercher les infos, Faut aller être chercher, curieux. ouais, il faut être curieux. En plus, il faut être casse-pied, hein, même. Hein. Les meilleurs élèves, c'est ceux qui viennent tout le temps te voir, te demander comment on fait, qu'est-ce que c'est, machin. Ceux qui restent dans leur coin, ça évolue moins vite en général. Margot, est-ce que quand tu proposes des illustrations à un client et qu'il n'en veut pas, il les refuse, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que ça arrive? Ça peut arriver. Tu as une vision, elle ne concorde pas avec ce qu'il est. Alors même s'il n'a pas réussi à expliquer, parce que souvent j'imagine vous tombez sur des clients qui savent ce qu'ils veulent pas mais ont du mal à dire ce qu'ils veulent. C'est aussi pour ça qu'on se tourne vers les professionnels.
Comment est-ce qu'on gère ce refus? Parce qu'il y a une part d'artistique dedans. Donc, est-ce qu'on le comprend et est-ce que, par exemple, les jeunes générations comprennent que le client peut dire non aussi? Bah, bien sûr, après, en général, le projet il est validé après le sketch, le croquis. Donc, en général, je suis payée aussi pour faire le croquis. Et si ça plaît pas, ben, du coup, on arrête le projet dans ce cas. Et on peut le retravailler, on peut Bah, ça l'orienter. dépend. Ça dépend de l'étape. Oui, ça dépend en fait si le client en fait a finalement une autre idée, s'il n'a pas envie de partir sur une affiche illustrée ou plus sur une affiche très graphique en fait, ben, du coup c'est plus de mon ressort. Donc ça dépend vraiment du client. Donc ça veut dire que c'est en amont, ou comme tu disais tout à l'heure, on doit bien discuter avec le client, bien comprendre ses besoins, ses envies pour partir. Parce qu'un projet peut prendre combien de temps, par exemple? Je ne sais pas si on Hmm, peut donner une moyenne, parce que ça va dépendre de la taille du projet. Mais vous oui. travaillez sur un projet classique, tu prends combien de temps? En illustration, ça peut être 2 jours à 1 mois, ça dépend si j'ai une commande de plusieurs illustrations ou si j'en ai juste une. C'est C'est assez en 1 mois max, je pense, de mon côté. De ton côté, Jean-Philippe? Ça m'est arrivé de le faire dans la journée, d'avoir des clients, ou même la veille, le soir, pour le lendemain. C'est ce que disait Nicolas tout Donc à ça l'heure, veut il y a dire cette notion travailler, d'application. voilà, c'est-à-dire que ça t'engage à travailler la nuit. Ah, Donc puis après, c'est t'as ta pas boîte d'heure. aussi. Oui, Donc oui. tu sais Mais pourquoi. même quand on est freelance, de toute façon, Ouais. quand on travaille à son compte, on regarde pas les heures, hein. Si tu commences à regarder les heures, c'est pas la peine. Je dirais non. Est-ce que dans Même si, l'imaginaire, en est-ce tant que que salarié, ça des fois. te plaît? Non, ça me plaît plus, je recommence, je réessaye autre chose, je Ouais. pars sur autre chose, c'est ça, hein? Ouais. Et c'est Ah ouais, c'est de faire plein de. En fin de compte, moi, je travaille souvent, je fais même pour une affiche ou n'importe quoi. Je vais préparer plusieurs maquettes et que je vais soumettre au client. En général, j'essaye de pas en mettre de trop parce que plus il y en a, plus ça va être long. Et à parce ce que qu'il plus on donne décide. le choix, évidemment, Voilà. oui, ça Donc en sert. général, On va faire ça. 2, 3, c'est bien. 3, c'est bien. Après, là, Après, des fois, on arrive à remixer sur 3, on en remixe. C'est l'expérience. C'est tout. l'expérience après. En combien de temps vous formez vos élèves? C'est 3 ans d'école sur 3 années. Il y a 2 années vraiment tronc commun, il touche à tout, programmation, graphisme, montage, compositing, enfin, on est dans l'audiovisuel là. Et la dernière année, c'est spécialisation. Donc là, ils ont un projet à faire en 1 an, ils ont un jeu vidéo en groupe à faire et chacun sait s'il est modeleur 3D, animateur, programmeur. Voilà. Et en 3 ans, ça leur donne une bonne base bien solide, hein, Et pour, par rapport aux écoles extérieures, avec les monstres qu'on peut trouver en Europe, aux États-Unis, en Asie, comment se situe notre force vive du Fénois? du Polynésie, c'est déjà assez récent, hein, elle a 8 ans l'école. Après, nous, on a un vivier de 300 000 personnes, je crois. Un petit peu moins, ouais. Un petit peu moins. Donc, c'est pas comme n'importe quelle grande ville de plusieurs millions de personnes ou grand pays. C'est une chance pour les élèves, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est pas une question de. Enfin, s'ils veulent bosser, ils ont les ordis, les locaux, les profs, ils ont tout ce qu'il faut. Et Qui est l'avantage, ils ont un métier qu'ils peuvent faire de chez eux pour l'extérieur de la bosser de chez planète. eux, On n'est pas ouais, obligé d'être sur même à qu'ils Séoul, à s'exportent. Paris ou à New York, Non, non, complètement, ouais. Il y a toute la côte ouest des États-Unis qui est à côté. Ils peuvent, avec la petite heure de décalage. Ouais. bien sûr, ouais. Donc, non, c'est une chance, hein. Après, ils finissent un peu comme ils veulent, une autre école derrière ou aller bosser. Graphiste, programmeur, monteur vidéo. Ils ont plein de compétences en fait. Pas forcément dans le jeu vidéo, hein. On a des graphistes ici qui sont sortis de l'école. Ça participe à créer, à développer ce petit monde de l'infographie, quoi. Comment est-ce qu'on s'inspire aussi? Est-ce qu'on voyage pas mal quand on a votre domaine de compétences? Est-ce qu'on va chercher des idées à l'extérieur, Margot? Oui, moi je fais aussi de la micro-édition. Donc Dis-nous tout ça. Raconte-nous. du coup, je fais des livres que j'imprime moi-même ici avec une machine qui s'appelle une Riso. Du coup, ça imprime couleur par couleur, un peu comme la sérigraphie. C'est une technique qui est assez particulière. Et le but, c'est de montrer ces éditions à l'international. Du coup, en allant sur des salons du livre en Californie, à San Francisco, New York. En fait, le but, c'est vraiment de montrer des petites éditions qu'on trouve. C'est très qualitatif, parce qu'en général, Voilà. tu as plus de temps dessus et
Ça permet de peaufiner. Oui. Tout à l'heure, on parlait de votre créativité, du support informatique. Alors, on a maintenant la grande question, l'intelligence artificielle. Quelle est la part de l'intelligence artificielle dans votre travail, Nicolas? Ça commence doucement. Moi, je me suis intéressé un peu comme tout le monde il y a quelques mois, un an peut-être. Ça se développe vraiment vite, hein. En fait, ça va tellement vite que c'est dur de se former puisqu'il y a tout de suite quelque chose de nouveau qui arrive. Je m'en suis servi un peu dans mon boulot pour sortir des recherches pour du dessin animé, pour sortir des illustrations pour des affiches. Maintenant, ça fait pas le boulot tout seul, hein, donc c'est quand même un outil pour l'instant pour les pros pour en vivre ou en sortir de l'argent, mais ça va chambouler beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Ton point de vue, Jean-Philippe? Bah, moi, je m'y suis mis, ça fait 1 an. Et là, je suis en train de travailler rien qu'avec l'intelligence artificielle sur de l'animation. C'est-à-dire, alors, concrètement. Je crée tout, en fin de compte, là, je crée tous mes personnages, tous mes paysages, tout. Rien qu'avec ça. Et après, ça va être animé par une autre personne qui va s'en servir pour faire l'animation. Donc, alors moi, parce que c'est vraiment pas du tout mon domaine de compétence, donc je vais faire comme l'étudiant, je vais continuer à poser les questions. Quelle est la part où c'est ton travail? Qu'est-ce que tu donnes comme information et quelle est la part de l'intelligence artificielle? En fin de compte, moi, je vais lui donner des informations pour par exemple des directives. Okay. Et après, lui, il va me générer une image. À partir de là, il va me sortir 4 images. Sur ces 4 images, je peux lui redemander de me retravailler d'autres images, soit en changeant mon prompt, en lui disant bah ouais, mais non, je veux ça plutôt et autres, et ainsi de suite. En fin de compte, ça devient infini. C'est un gain de temps? C'est un gain de temps. Ouais, c'est un gain de temps. Est-ce que ça remplace, comme on le parlait tout à l'heure, est-ce que ça remplace des personnes? Ouais, ça remplace déjà des personnes, hein. J'ai un ami écrivain, par exemple, ici. Son éditeur a sorti la couverture du bouquin, une illustration par intelligence artificielle. Donc avant, il achetait des photos ou il commandait peut-être des illustrations. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, mais ça sort très bien. Il a fait la couverture juste. Alors, quelle est la limite? Ou alors, enfin, on a déjà fait l'émission dessus, il n'y a pas encore de limite. Mais quelle est la limite que tu te donnes, toi, Jean-Philippe, par exemple, dans l'utilisation? Pour l'instant, je m'en suis pas donné. Je crois pas. T'es encore, même si ça fait 1 an, t'es encore en mode découverte. Et voilà. Comme tu disais, ça n'arrête pas d'évoluer. Ouais, ça continue à évoluer tout le temps. Les logiciels se mettent à jour assez régulièrement et ils amènent toujours de nouvelles choses. Donc, ouais, c'est. Mais je pense pas qu'après remplacer l'humain. Tout le monde se pose la question. On sera toujours, on est obligé d'être derrière. La machine ne fera pas, pour l'instant, elle n'est pas encore capable de faire toute seule. C'est-à-dire que si on lui donne pas quelque chose, hein, elle va pas y arriver, elle va pas le faire. Donc, c'est comme si à l'époque les peintres ils peignaient, le mec est arrivé avec son appareil photo, ça n'a pas tué la peinture pour autant. C'était un autre, il y a eu autre chose. Est-ce que dans ton cadre, toi, tu utilises l'intelligence artificielle, Margot? Pour l'instant, non, mais je reste quand même ouverte. Je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut rester curieux. Il faut continuer je garderai toujours mon papier, mes carnets, mais à côté, il faut rester quand même ouvert sur la nouveauté, quoi. Nicolas, tu vois cet outil-là progresser dans le positif ou le négatif par rapport à vos métiers respectifs? Faut pas avoir peur, hein. Sincèrement, on a toujours l'impression qu'aux nouvelles technologies, ça va tout chambouler. C'est effrayant, ça va modifier, c'est sûr que ça va détruire des métiers, hein, comme la photo, la caméra détruit, je sais pas, il y avait des portraitistes avant qui faisaient que ça. Maintenant, ça va en créer plein d'autres. Alors voilà, en général, c'est l'argument qu'on entend, c'est ça va éteindre des métiers pour en ouvrir d'autres. Le principe de robotique, par exemple, dans les usines. Ouais, personne ne regrette les chevaux, on a des voitures maintenant, on est content. C'est pareil pour les téléphones qui font ordinateur, appareil photo. Avant, c'était le cas. On s'en sert tous, on est content, ça évolue, ça change. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui ne change pas, c'est que ça change tout le temps. Donc, dans tous les domaines, hein, dans le son, dans l'audiovisuel. Ouais, ça lui fait gagner du temps sur les recherches. Ouais. On a eu des émissions sur Manava où on en a parlé justement avec dans d'autres corps de métier, et c'est vrai que ça fait gagner du temps pour des recherches, pour aller chercher des informations, pour aller chercher des images. Il y a un gain de temps, mais il faut l'utiliser avec
faut, comme tu disais tout à l'heure, garder une certaine balance entre les deux. Ouais. C'est le début en plus, hein. C'est vraiment le tout début là, donc c'est impossible de savoir ce qui va en sortir. Bon, mais on verra ça dans quelques années. Ouais. Ouais. Petite question toute simple. Quand vous faites une création, est-ce qu'elle reste votre propriété ou est-ce que, et je ne parle pas spécialement d'intelligence artificielle, c'est votre dossier, est-ce qu'elle reste votre propriété ou est-ce qu'elle devient la propriété du client? Margot? Moi, alors, il faut faire. Enfin, dans la facture, il y a aussi les droits d'auteur, les droits de reproduction, surtout pour une illustration. Ça dépend sur quel support mon illustration sera montrée. Si c'est un magazine. Tu précises bien dans ta facture. Enfin, bah, dans ton devis où c'est bien précisé. Parce que je me suis posé la question en préparant l'émission. Je me suis dit, comme vous êtes créatif, justement, ces créations, elles appartiennent à qui après? c'est les clients, ça dépend si c'est une illustration pour un t-shirt, pour un magazine ou pour une. Enfin, si c'est reproductible, normalement, il y a aussi des droits de reproduction. Du Donc coup, à vous d'y être attentif. Pareil pour toi, Jean-Philippe? Alors moi, je vais peut-être me faire gronder par certains de la profession. Mais moi, j'estime que lorsque je fais mon devis, ce que je fais, le client paye quelque chose. Donc pour moi, après, ça lui appartient, au final. C'est comme, je me dis souvent, c'est comme si j'allais dans un supermarché, j'allais chercher j'achetais une boîte de conserve. En fin de compte, elle m'appartient pas vraiment, mais non. Donc toi, tu décides qu'une fois que tu as produit, c'est au client. Voilà, c'est à lui, ça lui appartient. Nicolas? C'est une super question que je me suis posée il y a longtemps et c'est dur d'y répondre. Je crois que dans le droit français, il y a quelque chose comme la propriété, donc droit d'auteur, qui est imprescriptible, inaliénable, un truc dans ce goût-là. Donc on vend des droits d'utilisation ou de reproduction qui doivent être précisés dans le temps et dans un espace donné. Maintenant, je ne suis pas légiste. Souvent, c'est compliqué. C'est une affiche pour un événement. Ça ne va pas nous rendre riches. On n'est pas en train de faire la Joconde. Donc, je ne fais même pas attention à ça. Attends, c'est peut-être la Joconde de l'un. Quand De Vinci l'a faite, il ne savait pas qu'elle allait tenir longtemps. Hein. Mais dans tous les cas, pour les graphistes en herbe, quand tu crées quelque chose et que tu as les preuves de ta création, je crois que c'est plutôt facile si jamais ça explose et que quelqu'un en fait beaucoup d'argent, c'est facile de récupérer ses droits. En tout cas, c'est possible. Alors, restons attentifs. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous trouverez cette émission en replay sur TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.